Bonjour à tous, il est ingénieur de formation, a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du gaz. Il a travaillé notamment en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, au sein du groupe Total. Il est aujourd'hui président de l'Association française du gaz, l'AFG, après avoir pris la tête de l'Union internationale du gaz pour la France. Bonjour, Jérôme Ferrier. Bonjour. Alors, un petit mot d'abord sur l'AFG. Quels en sont ses membres et quelles sont ses grandes missions ? Alors l'AFG, c'est une vieille dame, c'est une vieille association qui a été créée en 1874 et qui regroupe au fond l'ensemble des professionnels dans le domaine du gaz. Nous avons 31 sociétés qui sont partenaires de notre association, avec évidemment de grands leaders qui sont les leaders internationaux, Total, Engie et EDF, qui fait aussi du gaz, comme tout le monde sait. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal de promouvoir le gaz, qui est une énergie fossile, au moment où l'urgence mondiale, c'est plutôt la transition énergétique ? Oui, mais il n'y aura pas de transition énergétique sans énergie fossile. Et la seule énergie fossile acceptable et compatible avec l'environnement et le développement durable, c'est le gaz naturel, parce que c'est celui qui est le moins polluant. D'accord. Alors, il y avait justement la 4e conférence environnementale, les 25 et 26 avril dernier. François Hollande a déclaré qu'il était pour un prix plancher du carbone. Quelles en sont les conséquences et quels vont être les enjeux pour la France notamment ? Alors cette conférence était importante parce que c'était la première conférence après la conférence du climat de décembre 2015 et la dernière, je dirais, du quinquennat en cours. Donc il y avait beaucoup d'attentes sur les déclarations du président et il y a eu des déclarations pour le gaz naturel, ce qu'on en a en tout cas compris, extrêmement importantes, lorsqu'il a dit en premier l'enjeu de la réussite de la COP 21 est de fixer un prix suffisant au carbone. Et il y a un point de vigilance néanmoins derrière lorsque, dans le déroulé de son argumentaire, il a mentionné que la France s'engagera unilatéralement sur la fixation d'un prix plancher. Donc nous disons, c'est très bien qu'il y ait un prix du carbone. Je crois que l'ensemble des industriels aujourd'hui le réclament, y compris d'ailleurs ceux qui émettent du CO2, mais qui pensent que c'est quelque chose qui permettra de basculer d'une façon très claire du charbon, qui reste encore très présent en Europe, vers le gaz. La France est exemplaire au niveau des émissions, elle peut prendre ce leadership, c'est une bonne nouvelle, mais s'engager unilatéralement, là on dit attention, il faut que ce soit un engagement européen, et qu'avec des feuilles de route qui peuvent être différentes des uns et des autres, nous ne soyons pas les seuls à taxer nos entreprises avec le carbone, alors que les Allemands, par exemple, ne le feraient pas. Alors le problème, c'est que le charbon est particulièrement bon marché en ce moment. Comment est-ce que le gaz peut s'imposer face au charbon ? Alors les prix du gaz ont baissé, ça ne nous a pas échappé, ils suivent quand même indirectement, mais tout de même, les prix du pétrole. Ils ont donc significativement baissé sur la planète et la France en a bénéficié. Cette chute en soi, d'un côté, pour les producteurs, et les producteurs qui sont engagés sur des très gros projets, très capitalistiques, n'est pas une très bonne nouvelle, mais l'ensemble de ces investisseurs considèrent de toute façon que sur la durée d'un projet gazier, qui est plutôt de 20-25 ans, les prix remonteront. Et par conséquent, aujourd'hui, ces projets sont financés, ces projets ne se sont pas interrompus, et le gaz est en train de commencer à être produit, notamment en Australie, qui va déverser des quantités très importantes de gaz naturel liquéfié. Et pour le consommateur, en revanche, c'est une très bonne nouvelle. Et pour les marchés du gaz, et c'est là que nous, gaziers, nous voyons des indices extrêmement positifs, on voit des marchés reprendre, on voit des marchés sur la scène internationale, de pays dont on n'aurait pas imaginé il y a 5 ans qui pouvaient devenir importateurs. Je pense à la Jordanie, je pense au Pakistan, en Égypte, le Ghana, en Afrique, qui vont installer des installations, des infrastructures pour importer du gaz naturel liquéfié. Et puis les consommateurs français qui ont bénéficié quand même pour la 19e fois consécutive de baisses sur les marchés. Alors ce sont des baisses modestes puisqu'il y a des ajustements qui sont maintenant très courts, pratiquement d'un mois sur l'autre. Mais il y a eu globalement à peu près 19% de baisse entre janvier 2015 et mai 2016. Donc c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Et la facture va continuer à baisser pour les Français, la facture de gaz ? C'est très lié quand même au prix du pétrole et quelque part à un excès d'offre sur la demande, parce que les prix du gaz sont en partie liés au prix du pétrole, ils sont aussi largement liés à l'équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a plus d'offres que de demandes, ce qui explique qu'il y ait des cargaisons, notamment de gaz naturel liquéfié, qui se réorientent sur l'Europe et qui permettent à l'Europe d'avoir accès à ce gaz pas cher et à déplacer du charbon. Donc, si vous voulez, il y a une conjonction d'éléments qui, pour la communauté gazière, est extrêmement positive parce que c'est une manière de réduire de manière significative, voire de stopper complètement dans certains pays, la consommation de charbon dans la génération électrique. D'accord. Alors, l'industrie gazière, elle a vécu un certain nombre de bouleversements depuis une dizaine d'années. Il y a eu effectivement le boom des gaz de schiste, la chute
chute des prix, on en a parlé, le poids croissant des GNL que vous avez évoqué, les gaz liquéfiés. Comment elle se porte aujourd'hui, l'industrie gazière, et quelles sont ses perspectives? Alors, elle s'inscrit dans la durée, comme l'industrie d'ailleurs pétrolière. Simplement, l'industrie gazière a cette particularité d'être un petit peu plus rigide, probablement, ce qui d'ailleurs, d'un point de vue géopolitique, de stabilité, est un élément favorable. Pourquoi elle est un peu plus rigide? Parce que pour pouvoir déboucher sur les marchés, soit vous avez un gazoduc, vous construisez par conséquent une infrastructure fixe qui lie d'un côté un fournisseur, mais captif. Ouais. Parce que ce fournisseur, il ne peut pas se détourner s'il décide de plus vous envoyer ses cargaisons. Il n'a pas de possibilité, dans un délai rapide, de pouvoir se réorienter. Et puis le complément est apporté par cet élément de flexibilité qui prend de plus en plus d'importance sur les marchés, qui est le gaz naturel liquéfié. On le liquéfie, il faut une installation de liquéfaction, il faut des méthaniers pour transporter, il faut des installations de regasification. Mais on voit qu'aujourd'hui, ces installations sont en train de se multiplier dans le monde. Et ça, c'est la composante de flexibilité, de souplesse et aussi de diversité pour le gaz naturel liquéfié. Un bon équilibre entre des contrats fixes avec des relations stables, de long terme. Par exemple, les approvisionnements européens, que ce soit la Russie, l'Algérie, la Norvège, ce sont des relations de très long terme et qui ne s'interrompront pas ou qui ne se redéfiniront pas dans un court terme. Okay. Et puis un complément attractif, parce que c'est des cargaisons qui peuvent venir du Moyen-Orient, qui peuvent venir d'Australie demain ou des États-Unis, pour pouvoir compléter sur un marché d'opportunités, parce que les prix ayant baissé, vous avez accès à des cargos dits spot à des prix compétitifs. D'accord. Un mot de politique, on a entendu il n'y a pas très longtemps Luc Châtel, le président du Conseil national des Républicains, qui disait vouloir faire de son parti le parti des gaz de schiste. Alors la question est un peu controversée, parce qu'on a Bruno Le Maire, par exemple, qui est pour une réflexion, mais pas pour une exploration. Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet, ils sont très opposés. Est-ce que le gaz de schiste est une industrie d'avenir? Est-ce que les politiques ont raison ou tort de miser là-dessus? Bon, pendant quelques années, ces dernières années, au fond, il y a eu un consensus politique pour interrompre, y compris toute recherche. Aujourd'hui, on voit un positionnement clair sur la fracturation hydraulique est probablement à proscrire, aussi longtemps en tout cas qu'on n'en a pas démontré les effets positifs ou non négatifs. En revanche, c'est un peu contraire à l'esprit de ne pas rechercher, et notamment rechercher d'autres moyens que la fracturation hydraulique pour exploiter les gaz de schiste. Et je crois que c'est dans cette direction que l'on va. C'est-à-dire pas ouvrir largement des permis d'exploration ou d'exploitation, mais dans le domaine de la recherche, se donner la possibilité et donc investir. Et pour investir, il faut qu'il y ait des perspectives derrière, et les industriels sont prêts à suivre. D'accord, mais les perspectives d'exploration concrète, elles ne sont pas avant plusieurs années, si jamais on trouve effectivement des techniques qui soient moins polluantes. C'est la caractéristique de notre industrie, elle s'inscrit sur le long terme. Il faut à peu près 5 ans pour dérouler un projet au minimum. Et par conséquent, notre industrie est une industrie à moyen-long terme, et une vision à 20 ans. Mais quand on se lance dans la recherche, au fond, c'est des perspectives de cet ordre-là. D'accord. Merci beaucoup Jérôme Ferrier, bonne journée. Merci.